Bana ya Angola, bana plutôt, et si tu as un Congolais, Rolanda Kanga, Internet, Pierre Rejeté, Libanga Omabouaka, Gaïza Libanga Yata, c'est ça, Rolanda. Oui, mesdames, demoiselles et messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue à votre magazine Info du Peuple qui reçoit toujours pour vous le professeur Ntungila. C'est un invité permanent. Avec lui, nous essayons de faire vraiment l'analyse sur l'actualité. Mais aujourd'hui, comme vous le remarquerez, je ne suis pas seul. Je suis avec mon confrère, M. Ben Kabantou, qui va aussi m'accompagner tout au long de notre émission d'aujourd'hui. Ben, bonjour. Ouais, bonjour confrère. Vraiment, j'ai un réel plaisir d'être accompagné de vous dans ce plateau avec notre professeur qui va nous décrypter la situation politique de l'air. Vous savez, c'est l'actualité, la politique maintenant aujourd'hui, ça devient l'affaire de tout le monde et je crois que tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment, ils seront vraiment satisfaits par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme je l'avais annoncé, professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité permanent. À chaque fois, nous faisons quand même l'actualité, les points de l'actualité en diplomatie du Congo. Vous êtes sensible. Comment d'abord vous allez, professeur? Je vais très bien, merci. J'espère que c'est également la même chose. Okay, merci beaucoup, professeur. Nous recevons aujourd'hui pour décrypter un peu l'actualité politique en diplomatie du Congo. Il n'y a pas longtemps, tous on attendait la population du gouvernement. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des prolongations par-ci par-là. Enfin, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi avec son premier ministre, c'est peut-être Ilunga est à Paris. Quelles sont d'abord vos analyses et vos impressions? Merci pour la question. Comme tout le monde, mon impression, je dirais plutôt mon sentiment, c'est d'avoir un sentiment de soulagement. Parce qu'enfin, voilà une équipe qui va se mettre rapidement au travail, j'espère, à côté de l'excellence monsieur le ministre, pour justement rencontrer les épineux problèmes, les grosses difficultés auxquelles font face les Congolaises et les Congolais. Donc un sentiment vraiment d'apaisement, de soulagement. On souhaite tous à ce gouvernement plein succès. Il y a une question qu'on se pose tous. Comment avez-vous compris cette équipe? Quel est le mot que vous pouvez placer par rapport au choix du chef de l'État? Parce qu'il y a de nouveaux visages qui apparaissent, il y a les anciens visages qui ne sont plus. Et comment pouvez-vous juger cette équipe avant même l'installation? Oui, donc comme je disais tantôt à Francis, avant tout un soulagement parce que 76% quand même de nouvelles figures, on est satisfait. On a des inquiétudes en ce qui concerne peut-être les conditions dans lesquelles ils ont été, on va dire, désignés, auditionnés, des arbitrages peut-être pour les différents regroupements, parce que c'est un exercice auquel nous ne sommes pas très habitués. Hein. On en parle souvent, mais chez nous c'est éminemment complexe. Il y a les provinces, il y a ce qu'on appelle couramment ici la géopolitique nationale, hein, qui en fait un mot pour désigner la stricte et équilibrée représentation de toutes les provinces. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes qui subsistaient, mais qu'à un moment donné, le chef de l'État a décidé que il fallait trancher, ça ne serait pas quelque chose de parfait. On ne lui en tiendra pas à rigueur, en tout cas moi je ne lui en tiens pas à rigueur. Je me rends compte que c'était un gros effort qu'il a fourni pour que finalement on ait ce gouvernement. Je n'étais pas dans le secret, mais j'imagine toutes les arguties et les péripéties par lesquelles ils ont dû passer pour arriver à cet arbitrage. C'est vraiment une équipe du compromis, beaucoup de tractations, beaucoup de délibérations de part et d'autre. De M. Kamere, son directeur de cabinet, c'est quand même finalement lui qui, moralement en tout cas, donne son quitus au cash. Et à l'ensemble d'ailleurs du gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a des petites choses que je mets entre guillemets qui ont dû leur échapper. On va être tous un peu attentifs à la manière dont cela va se régler. Est-ce que
Si un ministre, par exemple, n'arrive pas à passer l'audition devant le Parlement, comment ça se passe? Est-ce que le Parlement, dans un mouvement, on va dire, républicain, va un peu ruer dans les brancards pour dire un tel, par exemple, est étranger ou bien il est national? Est-ce qu'un tel a les diplômes requis? Est-ce qu'un tel a les compétences pour aller à tel ou tel autre poste de responsabilité? Il y a un peu tout ça. Et je pense que si, à l'occasion de la présentation devant la Chambre, le président faisait un dernier réglage, parce qu'un certain nombre de gens ne passeraient pas le cap du Parlement, bon, on n'en serait que plus content. Hein. Donc je pense que lui, il a fait sa part. Maintenant, aux parlementaires de faire la leur. Donc ça, c'est moi qui m'imagine. Hein. Ça n'engage pas le chef de l'État, mais je me dis, c'est un gouvernement qui doit obtenir l'investiture, donc ils vont aller devant la Chambre. Et si Mme Mabunda et ses collègues poussaient, je dirais, les exigences républicaines jusqu'à essayer d'examiner un chacun, ben, ils pourraient recaler quelques gars, quoi. Parce que moi, je constate qu'il y a des jeunes, il y a des experts du côté du FCC qui ont les mains propres aussi, hein, c'est le chef de l'État exigé ça, qui n'ont pas malheureusement pu rejoindre l'équipe. Est-ce que c'est leur province qui leur a balayé la route? Est-ce que ce sont leurs partis politiques qui n'ont pas donné leur culture? Vous savez qu'il y a beaucoup de compétition dans cette affaire-là, donc les gens ne sont pas toujours très altruistes. Hein. C'est pas toujours, si vous voulez, malheureusement l'intérêt supérieur de la nation qui prime. Il y a une question que les gens se demandent par rapport aux représentativités des provinces. Les gens se posent la question, Roubero représente quelle province? Et si on parlait qu'on puisse examiner les anciens visages, mais pourquoi seulement Roubero? Et pourquoi reste-t-il seulement à ce ministère de la décentralisation? Qu'est-ce qui est caché? Bon, j'ai écouté un certain nombre de vos confrères sur une radio que je ne nommerai pas, dire par exemple qu'ils avaient investigué un peu au ministère des réformes institutionnelles. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris de voir que les collaborateurs de Roubero étaient parmi les mieux traités des cabinets précédents et que c'est quelqu'un qui mettait beaucoup de sérieux à étudier ses dossiers. Vous savez que Roubero est avocat. Il y a quelques années, dans un lointain passé, il a même, je crois, à Lubumbashi, représenté une grande maison pharmaceutique de la place ici comme avocat conseil. Donc c'était, je dirais, les premières fois ou les premières années où je l'ai aperçu. Je ne le connaissais pas, mais j'ai pu ensuite identifier que c'était ce monsieur-là. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on prend rien que la compétence, selon les rumeurs ou selon un certain nombre de personnes qui ont investigué, il serait compétent. Ça, c'est une chose. Ensuite, quelle province représente-t-il? Jusqu'à preuve du contraire, écoutez, pour moi, je pense que c'est un ressortissant du Sud-Kivu. Maintenant, si lui défend autre chose, ou s'il a d'autres, je dirais, d'autres informations qu'il détiendrait par lui-même, par devers lui, ou bien quelqu'un d'autre qui détiendrait ces informations, bon, et que ça vienne sur la place publique, on discutera. Hein, mais pour le moment, sur la place publique, je crois qu'il représente le Sud-Kivu. Maintenant, quand je dis ça, je ne suis pas l'État, je ne suis pas l'État civil, donc je ne peux pas, je crois qu'il est même un peu plus âgé que moi, donc je ne peux pas assurer qu'effectivement il a tout ce qu'il faut. Je crois une fois j'ai suivi une interview, il disait, bon écoutez, je n'ai pas toujours approuvé ça. Les gens n'ont qu'à voir ce que je fais, hein. Je n'habite pas tel ou tel autre pays, je suis ici, je travaille ici, bon, les gens voient bien ce que je fais. Mais des journalistes semblaient affirmer qu'il y a eu très peu de scandales dans les ministères qu'il a dirigés, et il y en a un qui a même affirmé que même sous le 1+4, c'était la vice-présidence qui avait le moins dépensé. Il est toujours resté dans les budgets qui lui étaient alloués, et qu'il n'y avait pas eu de détournement, etc. Est-ce que c'est un fantasme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas non plus. Donc je ne suis pas en train de faire l'avocat roubérois, mais je suis obligé de rester sur les faits. Et si c'est vraiment le cas, peut-être que c'est l'explication pour laquelle il revient. S'il y a autre chose, j'imagine que le FCC n'avait pas non plus envie de n'envoyer que des novices.
Écoutez, c'est une coalition, mais ils ne sont pas encore entrés dans les ordres. Je ne crois pas qu'ils vont se faire des cadeaux beaucoup. Donc il fallait quand même quelques vertébrés. Robert a participé à toutes les négociations. On arrive au gouvernement qu'on en a aujourd'hui. Donc ça peut être une explication. S'il y en a une autre, on finira par le savoir. Après l'équipe ayant été déjà connue, 2, 3, 4 semaines, je ne sais pas, ils seront investis à l'Assemblée nationale. Après cela, dans quelques jours, quels seront vraiment les problèmes prioritaires auxquels l'équipe de Sylvestre pourrait d'abord s'attaquer? Francis, ce que moi je pense est urgent, c'est avant tout le vécu quotidien. Lundi, c'est la rentrée scolaire. C'est la plus grosse préoccupation des parents. Ce matin, je suis arrivé en retard à notre rendez-vous parce que j'étais en train de régler des problèmes liés à la rentrée scolaire. Et j'ai eu un peu mal à la tête. Je suis professeur à l'université depuis presque une dizaine d'années, à l'issue depuis 30 ans. J'estime que ma situation est un peu plus enviable que celle du Congolais moyen. Mais j'ai eu mal à la tête ce matin. Je n'ose pas imaginer mes compatriotes de Bibois, un certain nombre de mes compatriotes de Bazalemba, mon quartier, je suis à Bazalemba, donc je vois comment les gens vivent. J'ai toujours vécu dans des endroits proches du commun du Congolais, je sais que c'est un moment difficile. Et je pense que, comme le chef de l'État a annoncé que l'enseignement serait gratuit, en tout cas pour le primaire et le secondaire, que des services spécialisés ont travaillé sur la question. Je crois qu'ils ont dégagé une enveloppe d'à peu près $2. C'est très ambitieux. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que je me rends compte que ça représente un peu près de la moitié du budget. Vous savez que ça, c'est le budget souvent qu'on vote, hein, mais qu'on ne mobilise pas. Oui, c'est ça. On n'a jamais mobilisé un budget comme celui qu'on vote. Donc, c'est comme si vous avez une promesse pour tant et vous, finalement, vous ne recevez que tant. Donc, ça va être compliqué. Je suis allé avec ma fille à l'école, chez les curés, et puis, bon, j'ai dû verser un compte de $250. Cela a été interdit. Mais je suis devant vous et je vous affirme que je l'ai versé. Je suis venu ici à l'école d'application de l'université en tant que membre du corps académique, où j'ai aussi un autre enfant et j'ai eu droit à une toute petite réduction. J'ai dû verser $130. C'est une école publique, donc vous savez, il y a l'annonce du chef de l'État. Ensuite, je veux bien attendre de voir comment tout ça va se concrétiser. Je suis un peu inquiet. Oui, vous êtes un peu inquiet, s'il te plaît. Pour ça, vous êtes non seulement professeur universitaire, vous êtes quelqu'un du domaine, donc vous êtes économiste de formation, vous formez aussi des économistes. Par rapport aux chiffres que les confrères a soulevés, en tant qu'économiste, comment le chef d'État peut posséder, ou bien ses conseils peuvent posséder pour avoir ces moyens-là pour ça, économiquement parlant? Le septembre, c'est impossible. Même si quelqu'un, quelque part, disait, écoutez, je les ai, je veux bien vous les donner, pour le mettre en œuvre, c'est impossible. J'imagine tout simplement qu'il va falloir amener ce chiffre sur 5 ans, ensuite le repartir mensuellement et même encore le mobiliser mensuellement dans un délai aussi court sur l'étendue du territoire national, parce que le grand problème, c'est surtout les circuits financiers par lesquels ces moyens arriveraient aux écoles et aux enseignants. Parce que pour que l'école soit gratuite, il faut que ce que coûte la formation soit pris en charge par l'État, totalement. Ça signifie la rémunération de l'enseignant, des moyens de fonctionnement des écoles. Et vous savez, il y a un gouvernement précédent qui avait tenté déjà, par exemple, de doter le pays de 1000 écoles par an. Il n'y était pas parvenu, tout simplement parce qu'il n'a pas su mobiliser les moyens partout et tout le temps pour qu'effectivement des équipes soient sur le terrain en train de construire. Donc, une chose est la volonté, une autre chose est les moyens. Je pense que cette ambition sur le quinquennat, elle est possible, mais cette ambition, dès le mois de septembre, elle est un peu difficile à tenir. Je crois que les conseillers feront les réglages.
Je ne sais pas comment ils vont nous présenter la pilule, mais ça ne sera vraiment pas possible le 2 septembre, donc la semaine prochaine. C'est difficile. Il y a des écoles qui vont être, je dirais, présentées comme pilotes du programme. On verra ici et là des écoles où effectivement il y a de la gratuité. Mais concrètement, sur l'ensemble du territoire national, peut-être l'année prochaine, quand on va se retrouver, on aura une évaluation. Vous vous rendrez bien compte qu'on n'a pas pu atteindre ça. Vous êtes professeur, les gens se posent la question par rapport à la vis primature qui a le budget dans leur attribution. Je crois que c'est Maître Mayo qui est passé là. Et qu'est-ce qu'il fera dès qu'il sera investi au Parlement? Parce que les budgets ont été déjà consommés à peu près 2-3 trimestres, mais qu'il ne reste qu'un mois et la dernière trimestre qui commence au mois d'octobre, et cette année déjà touche à sa fin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Généralement, dans le cas d'espèce, Maître Mayo va devoir essayer de, j'imagine, demander à ses services, il y a quand même des permanents, qu'on fasse un état des lieux, qu'on sache effectivement de combien de moyens la République dispose au moment où il prend ses fonctions. Ensuite, il va essayer de demander aux différents services mobilisateurs un effort peut-être un peu plus important pour, disons, essayer de pallier aux difficultés qui vont certainement apparaître et éventuellement créer les conditions pour que les partenaires bilatéraux et multilatéraux nous viennent en aide. On reçoit ce qu'on appelle des appuis budgétaires pour permettre au pays de rencontrer un certain nombre d'objectifs. Donc clairement, d'entrée de jeu, avec des ressources propres, il ne pourra pas faire grand-chose. Ni lui, ni n'importe qui d'autre. Ce n'est pas... Vous savez, la position du ministre est une position essentiellement politique pour trancher dans des problèmes qui sont les uns et les autres tous urgents. Donc, un politique est toujours confronté à des dilemmes. Il est toujours en face de deux alternatives ou plusieurs qui sont toutes soit mauvaises, soit très mauvaises. Il doit toujours essayer de nous faire passer celle qui va être le plus supportable. Il m'apparaît comme quelqu'un de calme, de réfléchi, qui aura peut-être de temps en temps la mission de venir nous dire des choses avec, disons, beaucoup d'empathie, pour qu'on se rende compte que c'est difficile, mais il va essayer de nous faire boire la pilule amère. C'est tout ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut faire, et si effectivement les partenaires bilatéraux nous viennent en aide, ça pourra permettre au pays d'aller un peu plus loin. Oui, d'arriver comme vous le dites, mais il y a une petite préoccupation, ça taquine au moins professeur, surtout vous qui êtes enseignant ou qui est à l'université. Les gens disent de vous d'avoir beaucoup de diplômes, vous prenez des diplômes, des fois vous quittez la RDC, vous allez étudier ailleurs, vous revenez avec beaucoup de connaissances, mais il faut ça faire, vous ne produisez absolument rien pour ça. Qu'est-ce que vous direz peut-être à cette façon de dire les choses? Il y a un des exemples palpables, les gens parlent de certains noms que je ne pourrais citer, ils disent que non, ceci, il y a des gens qui ont aussi tué ces questions de procès universitaire parce qu'ils brandissent seulement des connaissances, ils forment dans ces diplômes, mais il faut ça faire, ils ne produisent pas grand-chose, quand ils trouvent pas. C'est un réquisitoire en bonne et due forme. Je ne vais pas me dérober. Je vais même vous surprendre en disant que c'est vrai, ce que les gens disent. Vous savez que si tout le monde pense ça, c'est que les gens ont raison. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette impression? C'est parfois le fait que lorsque quelqu'un est bardé des diplômes, il en a eu plusieurs et qu'il est très compétent, il n'est pas toujours reconnu par rapport à sa compétence. Et donc, parfois, il est obligé de faire lui-même des arrangements pour finalement arriver aux affaires. Donc, des gens ou des collègues qui sont arrivés aux affaires, je doute que beaucoup y soient parvenus parce qu'ils étaient professeurs d'université. Ils sont arrivés là parce qu'ils étaient acteurs politiques. Ils étaient des opérateurs politiques. Et qu'en tant qu'opérateurs politiques, on a vu parfois des professeurs faire des choses qui sont la contradiction de leur science, la contradiction de leurs propres convictions. Parfois, c'est arrivé. Quelqu'un qui a été connu professeur d'université, opposant, etc. Et puis tout d'un coup, il rejoint des régimes d'autrefois que nous avons honnis et combattus. Donc c'est un peu ça ce que je peux vous dire. Mais autre chose aussi, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, vous pouvez faire tous les plans du monde, si la conjoncture ne vous est pas favorable, si les circonstances ne sont pas de votre côté, le système à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur ne vous est pas favorable, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Vous savez, le monde aujourd'hui, il est interrelié, interconnecté. Si, pour une raison ou une autre, vous appartenez à un régime qui est en froid avec la moitié de la Terre, sinon plus, vous ne pouvez pas arriver à grand-chose. Hein? Qui ne sait pas que le Congo est sous embargo en ce qui concerne la fourniture d'armes de guerre? Nous ne pouvons pas acheter des armes depuis plus de 20 ans. Les gens ne savent pas ça, que le Congo ne peut pas acheter des armes. Et là, parfois surpris qu'on n'arrive pas à se défendre. Mais on n'a pas les moyens de notre défense. On a à la place quelque chose qui s'appelle, bon, je ne vais pas citer les choses, mais vous savez que la communauté internationale a un dispositif qui est régulièrement reconduit par le Conseil de sécurité et qui sert en fait de béquille en fait pour les besoins de notre sécurité. Mais ça ne peut pas opérer parce que on n'allait quand même pas demander à des gens venus d'un peu partout de venir mourir pour nous. Les conditions pour lesquelles l'insécurité perdure chez nous, il ignore. Un professeur de sciences politiques ou de sciences administratives ou de n'importe quelle discipline de sciences humaines fait des études là-dessus, comprend le phénomène, on le nomme ministre et bien on ne lui donne pas les moyens. Il ne pourra pas non plus régler le problème. Je crois que c'est essentiellement ça. Mais plus, comme cette situation que je décris a beaucoup duré, un certain nombre de mauvaises pratiques sont malheureusement passées dans les usages. Donc on va voir le professeur Tungila se mettre à courir, à faire des pieds et des mains pour absolument être nommé. Et puis ensuite on me retrouvera dans un secteur pour lequel je n'ai aucune compétence. Et je n'aurai même pas le courage de dire aux gens, mais pourquoi vous m'avez envoyé ici? Je n'ai aucune compétence en hydraulique rurale ou en, je sais pas moi, en énergie. Mais ça va arriver parce que je suis un opérateur politique et à ce moment-là, ça peut être un peu plus difficile, un peu plus délicat. Pour faire une introduction par rapport au timing, j'aimerais quand même me mettre à la place des étudiants. Les étudiants, il y a eu la conversation et la plupart des se retrouvent non délibérés jusqu'à ces jours. Il y a une situation très difficile. Il y a d'autres même qui ont manifesté, qui ont été répliqués par la police. Et c'est vraiment une situation très difficile. Ils se demandent comment est-ce qu'ils seront délibérés. Et les années élastiques commencent à venir parce qu'il y a ceux qui vont défendre l'année prochaine. Or, l'année a déjà pris fin depuis le mois de juillet, le 30 juillet, par rapport au calendrier national. Alors, vous étant que professeur, quelle place prenez-vous devant cette situation? Professeur et parents aussi. Oui. Bon, c'est vrai, chers amis, c'est une situation très pénible, très embarrassante. Je comprends le désarroi ou le désespoir de mes étudiants, certains de mes enfants. Je pense que une solution va être trouvée assez rapidement avec l'implication, comme il avait promis, du chef de l'État. Ensuite, il faut que tous ces mécanismes se mettent en place. Parce que souvent, on perd de vue que lorsqu'une crise se déclenche, on ne peut pas la régler en claquant des doigts. Il faut actionner un certain nombre de mécanismes pour la résorber. Mais la situation d'enseignement supérieur et universitaire est une situation extrêmement difficile qui reflète par sa crise l'état dans lequel se trouve en réalité le pays. C'est lorsque vous avez un enfant à l'université, c'est lorsque vous êtes enseignant à l'université, avec toutes les difficultés que ça génère, que vous comprenez que le pays est en crise, le pays est vraiment en difficulté. Il n'y a pas une seule personne qui peut régler la question pour claquer des doigts. De meilleures conditions de vie d'abord, des meilleures conditions de vie, parce que les profs n'ont pas de bonnes conditions de vie. Notre pouvoir d'achat se dégrade un peu comme le reste des Congolais, sauf que nous pouvons nous en rendre compte un peu plus, je dirais avec un peu plus de cruauté, parce que certains sont économistes, d'autres sont juristes, administrateurs, et tout ça. Donc ils voient bien que le niveau de vie que l'on a n'est pas celui qu'il faut. Mais c'est une partie seulement du problème. L'autre partie du problème, c'est que l'enseignement n'est pas financé. L'enseignement n'est pas financé. À l'intérieur du système, il n'y a pas de moyens. Vous savez, s'il y avait des moyens, on aurait des auditoires, on aurait des laboratoires, on aurait des années
disons, correcte par rapport au calendrier. On aurait des gens qui vont en formation, qui produisent aussi des résultats de recherche probants qui peuvent être mis alors à la disposition du pays pour régler des problèmes du pays. C'est pas normal, par exemple, que la faculté polytechnique ne serve pas, comme ça devrait être le cas, de conseil au pouvoir public. En tout cas, pas suffisamment, pas autant que ça aurait été possible si on était doté de moyens, si le secteur s'assainissait. Maintenant, on a aussi un nouveau phénomène, c'est celui où un certain nombre de professeurs arrivent dans la profession sans avoir complètement les moyens en fait, de faire correctement leur boulot. Ils sont obligés de se rabattre sur des syllabus, des pratiques qui ont été dénoncées, etc. Si nous, on n'a pas les moyens, on ne peut pas arriver à, si vous voulez, à isoler ces antivaleurs et les expurger du système. Donc nous sommes là, parasités par entre guillemets, des politiciens, parasités par des gens qui auraient voulu faire même autre chose, mais qui tombent finalement dans la profession parce que bon, c'est un défouloir ou un déversoir de la misère. Hein? On est un peu moins malheureux que le reste des Congolais, mais ce n'est pas vraiment ça les conditions auxquelles peuvent aspirer des professeurs. Mais j'ai envie de dire aussi que la grève va s'arrêter. Nous allons peut-être avoir l'occasion d'une assemblée entre nous. Il y a plusieurs syndicats, il n'y en a pas qu'un seul. C'est certainement le plus puissant des syndicats qui a déclenché la grève, créant une situation telle que tous les autres ont été obligés de suivre. Mais on aura l'occasion de se parler et peut-être de revenir sur un certain nombre de choses. Moi, par exemple, c'est connu, je ne fais pas mystère de ça, moi je suis contre le système électoral à l'université parce que pour que le système électoral à l'université soit au diapason des standards internationaux. Nous n'en sommes pas là. Hein, c'est comme parfois les reproches qu'on faisait à la CENI. On veut que la CENI fasse des élections parfaites alors qu'on n'est pas dans des conditions politiques parfaites. Donc vous avez vu ce que ça peut donner. Hein. Ici et là, des contestations. Je crois qu'il y en a des milliers devant les tribunaux. Ça ne va pas. C'est la même chose avec l'enseignement supérieur. On n'est pas en situation normale. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'ESU tire son épingle tout seul et arrive à donner à la fois à la nation, mais aussi à nos enfants, l'enseignement et la formation qu'on peut espérer d'elle. Ça va prendre du temps, mais je crois que si le chef de l'État, qui a mené une équipe gouvernementale prête à travailler à ses côtés, s'y engage vraiment en retroussant sérieusement les manches, on peut commencer peut-être par ce secteur-là pour redresser les choses. Le premier chantier à l'issue, en tout cas, c'est celui des valeurs. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des scientifiques. Ça, il ne faut pas encore dépenser de l'argent. Hein, il faut qu'on règle la question de valeurs, il faut qu'on réinstaure de la sanction. Hein, il faut qu'on arrive à doter l'enseignement supérieur de mécanismes qui permettent de mettre la main sur les déviants. Vous allez voir que ça va régler déjà pas mal de problèmes. Hein, ces histoires qui se racontent ici et là dans tel ou tel autre institut supérieur ou telle autre université, de points sexuellement transmissibles, de corruption, de trafic d'influence, etc. Il faut que ça s'arrête. Hein? Combien d'années il faut pour former un docteur? C'est connu dans le monde entier. Il faut que ces mêmes conditions s'appliquent au Congo. Combien de compétences un étudiant doit avoir quand il sort de l'université? Est-ce qu'il les a vraiment? Est-ce que nous sommes prêts à nous arrimer au LMD? Il y a beaucoup de questions comme ça qu'on pourrait soulever et je pense que quand on les aura finalement regardées en face, avec la volonté d'en venir à bout, bien, l'opinion, et nous les premiers, on verra bien que le secteur se porte un peu mieux. Oui, on nous fait déjà signer pour ça, c'est presque la fin de notre émission d'aujourd'hui, à condition que vous puissiez rendre quelque chose par rapport à notre entreprise. Bon, comme toujours, c'est d'abord de vous remercier aussi nos compatriotes qui nous suivent et dire que c'était notre première question. Nous sommes vraiment tous très optimistes. Enfin, on attend, on espère vraiment mieux avec le gouvernement qui vient d'arriver, qu'un certain nombre de problèmes seront définitivement réglés. Et que surtout,
on pourra voir la pleine mesure de ce que le chef de l'État peut faire avec ce gouvernement pour que la situation de nos compatriotes s'améliore. Merci beaucoup, c'est la fin de notre magazine d'aujourd'hui, mais avant tout, je demanderai à mon confrère Ben de pouvoir vous annoncer l'émission. C'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je dis aussi merci à tous nos milliers de spectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, je vous demande de pouvoir vous abonner à moi sur notre chaîne YouTube PR TV. Je salue aussi Maman Jean-Pierre de Progrès, celle qui est une force pour nous. Pour aujourd'hui, on vous dit au revoir avec l'espoir de se revoir prochainement. Bye.